La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 définit la propriété privée comme un droit inviolable et sacré des êtres humains à son article 17. Depuis 1971, la protection de la propriété privée a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel. Rien de particulièrement choquant en apparence, tant il nous semble que la possession d'une terre, d'un objet ou d'une entreprise par des individus coule de source dans notre monde actuel. Pourtant, ce régime de propriété privée, sanctuarisé par le droit et adossé à un État, n'est pas si ancien que ça dans l'histoire des sociétés humaines. Son origine moderne remonte à des penseurs tels que Hobbes au XVIIe siècle, et son affirmation comme base fondamentale de nos sociétés s'est imposée au XXe siècle dans la pensée néolibérale d'intellectuels comme Friedrich Hayek. Loin d'être le fruit de penseurs cyniques et mal intentionnés, cette conception de la propriété privée s'est développée dans un contexte historique particulier pour répondre à des enjeux sociaux réels. L'aspiration des théoriciens de la propriété privée était, et est toujours pour leurs défenseurs actuels, d'ériger une société à la fois libre et sécurisée pour le plus grand nombre. Toutefois, la situation écologique actuelle fait apparaître les limites et les incohérences du régime de propriété privée, où des entreprises polluantes peuvent continuer à le faire en toute légalité et où des militants écologiques sont poursuivis devant les tribunaux pour atteinte à la propriété de celle-ci. Dans cet épisode, je vous propose de revenir sur les origines philosophiques de la propriété privée pour en comprendre les ressorts et les arguments avant d'y apporter une critique et de dépasser ce concept avec Pierre Crétois, maître de conférences en philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne et auteur du livre « La copossession du monde ». Bonne écoute! Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Pierre Crétois. Bonjour. Bienvenue sur Oser. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, écoute, je suis vraiment ravi de te recevoir. En plus, on se voit en physique, en présentiel, puisque on est dans les locaux de la fac à Bordeaux. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de propriété privée, de copossession, notamment par rapport à un super livre que tu as écrit, que je recommande à tout le monde, qui s'appelle « La copossession du monde », dont on va aborder une partie des arguments aujourd'hui dans cette interview. Avant de s'intéresser à cette question de propriété, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire quel est ton parcours, quels sont tes travaux de recherche ? Alors, moi, j'ai un parcours assez standard dans ma formation en philosophie. Bon, c'est relativement linéaire parce que j'ai fait une prépa et puis ensuite, j'ai fait ce qu'on appelait à cette époque-là une maîtrise, un DEA et un doctorat de philosophie où j'ai travaillé sur la question de la propriété, mais à travers un corpus classique qui est celui de Jean-Jacques Rousseau globalement et de l'émergence de la conception contemporaine de propriété privée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, voilà, ça c'est une question sur laquelle on pourra revenir, mais parce que oui, en effet, le concept qu'on a là de propriété privée a quand même une date de naissance. C'est pas quelque chose qui existe de toute éternité dans sa forme actuelle. Et puis, après, une carrière en partie au lycée, en partie à la fac, j'ai été recruté ici à Bordeaux en tant que maître de conférence il y a 5 ans. Voilà, et maintenant je travaille plutôt sur les questions contemporaines justement. Alors je m'inspire toujours de l'histoire de la philosophie, mais je travaille sur des corpus contemporains et aussi de plus en plus sur la pensée économique. Ok, génial, merci beaucoup. Est-ce que
brièvement, avant d'aborder un petit peu plus en détail les questions du livre, tu peux nous dire pourquoi en fait tu as voulu écrire ce livre ? Pourquoi j'ai voulu écrire ce livre? Alors ça, c'est une question importante parce que j'ai voulu d'abord l'écrire dans le but de déconstruire. Alors évidemment, ce terme de déconstruction est très à la mode, mais un discours, un mode de pensée hégémonique, mais sans le caricaturer. C'est-à-dire en prenant au sérieux les bases sur lesquelles il se fonde pour se développer et pour développer une rationalité. Et j'ai essayé sur cette base-là de voir quelles étaient les limites philosophiques, les contre-arguments qu'on pouvait opposer pour aller dans une autre direction. Voilà. Donc mon idée c'est celle-ci, c'est-à-dire dans on va dire le panorama des critiques du capitalisme, j'ai essayé de construire une approche qui ne parte pas d'une vision tronquée ou caricaturale du capitalisme. Voilà. Bah écoute, c'est génial, c'est parfait comme transition, et c'est exactement ce que j'ai adoré dans ton livre, c'est que justement tu prends au sérieux en fait toute une philosophie qui s'est développée sur des siècles en fait, sur cette question de la propriété, sans la caricaturer, mais en cherchant justement quels sont un peu les angles morts ou les non-dits qu'on va aborder. Avant d'aborder justement cette critique qu'on peut faire à l'ordre propriétaire, comme tu l'appelles dans le livre, est-ce que déjà tu peux nous expliquer en fait peut-être à quand remonte cette idée de l'ordre propriétaire, d'imposer la propriété privée, et puis comment est-ce qu'elle s'est développée au cours de la pensée philosophique, et sur quoi elle s'appuie pour en faire réellement en fait, un ordre mutuellement avantageux. Oui, alors, en fait, il y a une série d'arguments, on pourrait remonter dans l'Antiquité, mais c'est pas exactement les mêmes arguments. Alors, j'ai pris volontairement les arguments de Thomas Hobbes, qui est un philosophe du XVIIe siècle, et dans un de ses textes les plus importants, qui s'appelle le Léviathan, il explique que la guerre de tous contre tous, parce que c'est lui qui a formulé cette idée-là, que l'état de nature, c'est-à-dire un état où il n'y aurait pas d'état, justement, serait une situation de guerre de tous contre tous. Et cette situation de guerre de tous contre tous, elle s'explique en grande partie parce qu'il n'y a pas de propriété. C'est-à-dire par le fait que tout le monde est dans une position où il peut s'imaginer, il peut penser qu'il a des droits sur tout. Et si tout le monde pense la même chose, il ne peut pas ne pas en résulter des conflits. Donc, le rôle du souverain, pour Hobbes, de l'autorité politique, c'est de définir les droits de propriété qui vont, au fond, partager le mien et le tien, et éviter les conflits qui sont liés au fait que tout le monde croit que tout est à tous. Voilà. Donc, la propriété a ce rôle-là d'ordonnancement, pour éviter une tragédie sociale, parce que pour Hobbes, c'est une tragédie sociale. S'il n'y a pas la propriété pour produire un ordonnancement, alors ça relève des conflits sociaux. La guerre de tous contre tous. Bon. Ça, c'est une manière de voir qui est relativement originale, me semble-t-il, et qui se fonde sur l'intuition selon laquelle, quand tout est commun, c'est la tragédie. Et alors, cette intuition s'est développée, mais aussi dans le domaine, justement, d'une tragédie des ressources. Par exemple, dans cette perspective-là, on peut trouver chez Malthus, donc fin 18e, début 19e, alors, un des fondateurs justement de la science démographique, chez Malthus, on peut trouver des arguments justement qui montrent que la propriété, le rôle de la propriété est d'éviter une tragédie des ressources, pas juste une tragédie sociale, parce que pour lui, au fond, c'est ce qu'il appelle le principe de population. La population tend à s'accroître plus rapidement que les ressources. Et donc, si on laisse faire, on va arriver à une situation où les ressources s'épuisent. Voilà. On pourrait dire, tiens, c'est marrant, il imagine ça au début du 19e siècle, c'est aujourd'hui précisément la situation qui est la nôtre, on est confronté à une situation d'épuisement des ressources. Et alors, Malthus il utilise cette intuition pour dire, pour critiquer les lois sur les pauvres, de l'Angleterre, en disant si on veut responsabiliser les pauvres pour qu'ils ne s'imaginent pas avoir un droit sur les ressources des riches, droit qui en fait leur permet d'avoir plus d'enfants que ce qu'ils sont capables de nourrir,
eh ben, il faut faire en sorte de ne pas les aider. Pour qu'ils se responsabilisent et qu'ils ne fassent que le nombre d'enfants qu'ils sont capables de nourrir avec ce qu'ils ont. Donc la propriété devient un moyen contre cette idée d'une communauté des biens, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser une partie des ressources des plus riches pour la mettre au service des pauvres. Malthus dit ça, c'est un mauvais signal. Parce que les pauvres, dans ces cas-là, il faut beaucoup plus d'enfants que ce qu'ils peuvent. Ça favorise une forme de tragédie d'épuisement des ressources. Donc, on va faire en sorte que les pauvres soient responsabilisés par la propriété. Au fond, c'est ça. Bon, alors, c'est pas central chez Malthus, mais il y a des passages qui vont dans ce sens-là. Et après, en fait, c'est des idées qui vont être davantage développées par les premiers penseurs environnementalistes, notamment quelqu'un qui s'appelle Garrett Hardin, dans un article de 1968 qui s'appelle justement « La tragédie des communs », où Hardin dit... il utilise cet exemple-là. Et lui, il se dit explicitement inspiré de Malthus. Il utilise cet exemple-là, qui est un exemple qu'il emprunte lui-même, en fait, à un penseur malthusien du début du 19e siècle qui s'appelle Lloyd, qui est l'exemple d'un champ partagé. Mais pas commun au sens où on le gérerait ensemble, mais commun au sens où il est en libre accès. Et ce que dit Garrett Hardin, c'est que ce qui va se passer, si, mettons qu'il y ait 10 bergers, le calcul qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chacun ajouter une tête de bétail, et à chaque fois une de plus, parce que ça leur apporte une utilité entière. Mais comme la perte liée au surpâturage est partagée par tous les usagers du champ, ben la perte, c'est une fraction de 1, alors que le gain, c'est 1. Et donc, le calcul est vite fait. Ils vont rajouter une tête de bétail jusqu'à ce que le pâturage commun soit surexploité. Et c'est ça, la tragédie des communs. Et donc, quelle peut être la solution pour Garrett Hardin pour une gestion raisonnable et durable des ressources communes? C'est la propriété. Parce que c'est un problème d'externalité, d'intériorisation des externalités, parce qu'en fait, dans un premier temps, quand la ressource est commune, eh ben, chacun des bergers fait peser les pertes sur les autres. Donc on appelle ça une externalité. Comment on fait pour faire en sorte que le coût de sa tête de brebis supplémentaire ne porte que sur lui, c'est-à-dire internaliser le coût, eh ben, il suffit de dire chacun est propriétaire d'une partie du lopin commun. Et dans ce cas-là, chaque bête que les bergers vont ajouter, elles seront coûteuses pour eux. Donc il y aura un gain de 1, une perte de 1, et normalement, ils ne vont pas ajouter plus de bêtes que ce que leur terrain est capable de supporter. Donc on voit bien comment la propriété là, fonctionne comme un dispositif de responsabilisation et comme un dispositif d'ordonnancement pour la préservation des ressources, une préservation raisonnable des ressources sur le long terme. Merci pour cette première explication. Est-ce que tu peux revenir un petit peu ce que tu fais dans le livre sur le contexte historique de justement le développement de ces pensées chez Hobbes et chez Malthus, parce que je pense que c'est important. Moi, j'ai du mal à dire qu'on puisse discerner la pensée d'un auteur de son contexte socio-historique, généralement, puisque Rutger Bregman, je trouve, le fait très bien dans Humankind, en expliquant en quoi, en fait, on peut critiquer certaines pensées, ou en tout cas seulement les comprendre véritablement quand on les refonde, en fait, dans le contexte historique et dans la vision du monde de son auteur. Et c'est ce que tu fais hyper bien aussi, notamment en parlant du contexte historique chez Hobbes. Est-ce que tu peux un peu développer ? Oui, alors le contexte historique de Hobbes s'écrit à un moment de guerre civile en fait en Angleterre. C'est la première révolution anglaise au XVIIe siècle. Il y en a une deuxième après en 1689. Et en effet, lui est frappé par le caractère, on va dire, extrêmement inquiétant des rapports humains, et c'est-à-dire par le risque que fait peser sur la société l'imminence de la disparition de l'État. Or, justement, ça c'est un point qui lui sera reproché par Rousseau. Quand il imagine l'état de nature, il imagine une situation avec les hommes tels qu'ils sont et tels qu'ils sont dans un état de crise. C'est-à-dire où le niveau des rivalités est très puissant. Mais ça ne signifie pas que ça corresponde à une conception correcte de ce que c'est que la nature humaine. Hobbes décrit la nature humaine telle qu'elle est dans une situation de crise sociale. Et ça, c'est un point important. Et puis, par ailleurs, dans les autres paramètres historiques, il y a aussi le fait qu'on est dans une société où la société européenne, où commence à se développer le capitalisme, notamment dans le cadre du développement de ce qu'on appelle les républiques marchandes d'Europe du Nord et d'Italie.
Donc progressivement, au fond, le modèle capitaliste vient se substituer au modèle féodal et la façon dont fonctionnait en fait la société ancienne, avec tout ce que ça a de prometteur, hein, parce que c'est très clair que quand on est dans une société qui protège les droits des individus, plutôt qu'une société qui se construit sur des rapports féodaux de hiérarchie, on a aussi des moyens de protéger les personnes contre l'arbitraire du pouvoir politique, etc. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de diaboliser, il s'agit aussi de voir ce qu'a produit de positif le capitalisme, y compris en tout cas la façon dont le capitalisme s'est accompagné de la revendication et de la protection des droits individuels. Et donc ça fait aussi partie du contexte qui est un contexte, à mon sens, important. Quant à Malthus, bon, lui, il écrit au moment de la transition industrielle, enfin la grande révolution industrielle en Angleterre, avec l'urbanisation, la transition démographique, l'urbanisation, des centres urbains justement qui explosent, la pauvreté qui explose, etc. Et donc c'est à ça qu'il réagit. Et il n'est pas le seul d'ailleurs à critiquer les lois sur les pauvres à son époque. Hein. Il y a aussi John Stuart Mill, le père de James Mill, qui sont plutôt, enfin, en tout cas John Stuart Mill plutôt classé à gauche, on va dire, mais à peu près pour les mêmes raisons. C'est qu'il dit en fait, si on aide trop les pauvres, ça les déresponsabilise, ils font trop d'enfants et ça alimente la pauvreté. Donc si on veut leur rendre service, il faut les pénaliser d'une certaine façon. Enfin, cette pénalisation apparente qui est de ne plus les aider, c'est leur rendre service, pour les rendre raisonnables à long terme. Donc en effet, le contexte historique est important et on ne peut pas dire que ces théories se soient développées dans le vide comme ça, comme des sortes de vérités détachées de tout contexte. Puisque il faut rappeler qu'à l'époque de Malthus, c'est une vraie misère humaine qui existe et qui voit le jour en fait en Angleterre. C'est vrai que j'en ai jamais réellement pris conscience en fait de cette révolution sociale qu'implique en fait la révolution industrielle, mais en lisant notamment Kirkpatrick Sale sur les Luddites, notamment, ou Polanyi dans la grande transformation, on prend conscience en fait du choc que c'est et de la misère dans laquelle vraiment s'installent ces gens. Donc voilà, donc ça naît aussi de ce contexte historique où enfin, véritablement c'est une catastrophe sociale qu'ils ont sous les yeux. Et puis avec une mutation des moyens d'accéder aux ressources. Parce qu'au fond, cette transition démographique avec un mouvement d'urbanisation qui s'est accompagné de l'industrialisation de la société, ça a été aussi l'effet de la transformation des campagnes. En Angleterre dès le XVIIe siècle avec le mouvement des enclosures, c'est-à-dire de la mise en clôture des champs. Dans les communautés villageoises, dans l'Ancien Régime, qu'il ne s'agit pas non plus d'idéaliser, parce que ce serait une erreur absolue, quoi. Mais il y avait quand même ces possibilités qui étaient, pour quelqu'un qui n'avait pas de champ, mais un troupeau, de le faire paître soit sur les communaux, soit dans certains cadres définis par le droit, parce qu'il y avait du droit néanmoins, sur des terrains exploités par ailleurs à des moments précis, etc. Or, on a en fait spolié toute une série de paysans sans terre de la possibilité qu'ils avaient néanmoins d'accéder à la ressource par la mise en clôture des champs. Et cette mise en clôture des champs, elle est symptomatique de ce nouveau rapport à la propriété, qui est la propriété privée, qui est un rapport exclusif, qui est un rapport d'exclusion. Si quelqu'un a des droits sur mon champ, il n'est plus à moi. La façon pour que quelque chose soit à moi, il faut que j'ai tous les droits dessus et que je puisse en exclure quiconque. Et ça, c'est nouveau, parce qu'en effet, dans l'Ancien Régime, ça ne fonctionnait pas comme ça. Il y avait des droits multiples, y compris les droits des seigneurs, un droit de chasse, par exemple, quoi qu'on en pense là aussi, qui pesaient sur les mêmes fonds. Et donc, en fait, on organisait des relations sociales en distribuant des droits divers sur les ressources et foncières en particulier. Et il n'était pas question d'exclure. Mais c'était plutôt une question de voir comment on va justement partager les différents usages d'une façon qui permette une forme de paix sociale, de solidarité, de coopération pacifiée dans des communautés villageoises. Voilà, à partir de la mise en clôture des champs, 17e siècle en Angleterre, 18e siècle en France, il y a vraiment des édits royaux, c'est des politiques publiques. Hein. Le rapport à la terre change complètement et devient un rapport non plus d'inclusion, mais un rapport d'exclusion.
Et donc, évidemment, à partir du moment où on a tous les paysans pauvres qui ne peuvent plus vivre des communaux, etc., eh ben, ils vont s'installer dans les villes et alimenter la pauvreté dans les villes. Donc, en effet, tout ça s'explique aussi, toutes ces théories s'expliquent par les mutations des mutations contextuelles qu'on peut effectivement mettre en évidence. Il y a un autre point que tu abordais sur lequel j'aimerais bien rebondir parce que, comme tu l'as dit, il fait écho à une situation très, très actuelle. C'est la question des limites, de la rareté des ressources et voir à quel point c'est étonnant de se dire qu'il y a 250 ans, en fait, un peu plus, presque, quelqu'un comme Malthus et d'autres pensaient avec la question de la limite justement des ressources et ont développé une pensée par rapport à ça qu'on a complètement oublié, ou alors en tout cas qui était minoritaire, ou qu'on a oublié de l'histoire de la pensée, en tout cas, fait disparaître de l'histoire de la pensée sur les 200 dernières années, mais qui revient aujourd'hui, et voir en quoi, en fait, ça pouvait être une bonne idée d'utiliser la propriété exclusive, comme tu le dis, justement pour faire face à cette question de la rareté des ressources. Ah ouais, alors ça, c'est particulier. Là aussi, il y a des choses amusantes, enfin. Typiquement, au XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment où Hobbes ou Locke écrivent, par exemple, cette conscience de la rareté est assez peu présente. Alors, chez Hobbes, voilà, ça ne l'est pas. Et chez Locke, ce qui est assez intéressant, c'est que il utilise, pour justifier la propriété privée, dans le second traité du gouvernement qu'il publie en 1689 de façon anonyme, il justifie la propriété privée au chapitre 5 en disant qu'au fond, quand je prends quelque chose, personne n'a rien à dire. Enfin, je ne commets pas comment dire, je ne porte préjudice à personne, donc personne n'a à s'en plaindre, parce que il reste tout autant de bonnes choses pour les autres. Et l'exemple qu'il donne, ça va faire écho, tu vas voir. L'exemple qu'il donne, c'est l'exemple d'une source d'eau. Il dit en effet, pourquoi quelqu'un se plaindrait de l'appropriation privative à partir du moment où ça nuit à personne? Typiquement, je prends un verre d'eau dans une source, ça n'empêche pas les autres d'en faire de même. Comme si les ressources en eau et les ressources en terre étaient infinies. Or, Locke écrit dans une période où peut-être qu'en Angleterre, il n'y avait pas de problème d'eau. Je n'ai pas de mal à croire. Mais la terre, pour le coup, elle n'était pas libre. Parce que toutes les terres étaient appropriées par des seigneurs, les rares terres libres. Voilà. Donc, en fait, c'est fictif. C'est fictif. Et alors, pour lui, son modèle, c'est les Amériques. Il dit au départ, le monde entier était une Amérique, c'est-à-dire une terre libre. Mais ça aussi, c'est une vue de l'esprit. C'était pas une terre libre. Et donc, il y a cette idée comme ça d'une forme d'abondance qui fait que quand je m'approprie quelque chose, je ne porte préjudice à personne ou personne n'a à s'en plaindre. Or, à partir du moment où les ressources sont rares, le fait de m'en accaparer une partie, ça porte préjudice aux autres parce que ça enlève autant de part aux autres, la ressource devient rivale, comme disent les économistes. Et ça, c'est un point sur lequel Rousseau, par exemple, insiste beaucoup dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il dit, mais la situation, c'est qu'en fait, maintenant, il n'y a plus de terrain libre. Et que donc, les terrains que se sont accaparés les plus riches, eh ben, c'est d'autant moins de terrains que les dépossédés peuvent utiliser pour accéder aux ressources nécessaires à leur subsistance. Et donc, ça, on voit bien qu'ici, il y a une question qui est intéressante, c'est-à-dire, au fond, quand on est dans un contexte de rareté des ressources, est-ce que la propriété est toujours une solution ou est-ce que ce n'est pas un problème? Pour Rousseau, c'est un problème. Mais on pourrait défendre un autre type d'argument et dire en effet non, ça n'est pas nécessairement un problème, c'est ce que dit par exemple Hayek, ça n'est pas nécessairement un problème parce que les pauvres savent comment faire pour accéder à la ressource. Ils peuvent le faire de façon indirecte, ils vendent leur travail aux plus riches, en échange de quoi les plus riches leur donneront une partie des ressources produites par le travail des pauvres sur leur propriété, et les pauvres pourront subsister. Donc en fait, la propriété, elle n'empêche pas les pauvres d'accéder à la ressource, mais au contraire, elle leur donne les moyens de savoir comment, de façon contractuelle, ils vont pouvoir accéder au nécessaire. Mais d'une façon qui ne laisse personne. C'est-à-dire que les riches sont en situation d'améliorer leur position initiale. C'est efficient au sens des économistes. Pourquoi? Parce que les riches, ils ont intérêt à demander aux pauvres de travailler pour eux. Et puis les pauvres améliorent aussi leur position initiale. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien.
Et puis là, ils ont des ressources nécessaires pour manger. Et donc, c'est la propriété qui permet ce système mutuellement satisfaisant où, par des contrats, les gens se rendent des services mutuels. Et donc, vous voyez, là, il y a quelque chose qui en dit long d'une opposition de longue date, justement, entre ceux qui disent mais la propriété, l'accaparement des ressources, c'est le problème. Et ceux qui disent non, ça n'est pas le problème, c'est la solution, et c'est comme ça qu'on va produire un ordre qui, par des échanges contractuels de propriété, sera mutuellement satisfaisant et permettra, y compris aux plus pauvres, d'améliorer leur position initiale. Ce qui est hyper intéressant quand je t'entends et qui me saute un peu aux oreilles, c'est la croyance dans le bienfait du contrat. En fait, mais du vrai contrat passé entre les différentes parties, et la question primordiale du droit, en fait, en tout cas, c'est mon impression, dans cette pensée de propriétaire, en disant, s'il n'y a pas de droit, si c'est pas signé, si c'est pas clairement contractualisé et garanti, on va dire, par un ordre comme l'État, qui est le seul pouvoir de force légitime et qui, du coup, pour faire respecter ce droit, ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, on a besoin de se garantir de ça. Mais c'est quand même une vision hyper pessimiste de l'humanité ou des rapports entre les hommes. Oui, alors en effet, il y a deux choses là-dedans. Il y a le fait qu'on part du principe que l'autre est une menace potentielle. Et que donc il faut formaliser les accords pour se protéger d'autrui. Alors ça c'est quand même une idée assez centrale dans le capitalisme. Typiquement, qui conduit un certain nombre d'économistes, je pense à Buchanan par exemple, à dire que les biens communs, ça ne marche pas parce que ça favorise les mécanismes de passagers clandestins. Pourquoi ? Imaginons qu'on soit 100 villageois à vouloir assécher une prairie, un marécage. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se dire « mais si je laisse les autres prendre la charge », assumer la charge, le prix, le coût de l'assèchement, mais que moi je fais qu'en profiter, je vais le faire. Donc, comme si au fond, les agents étaient toujours dans une logique de maximisation individuelle. Comme si au fond, l'être humain ne pouvait jamais rentrer dans des logiques de solidarité collective et de coopération. Et donc, le risque des biens communs, c'est le passager clandestin. Donc, essayons d'éviter qu'il y ait des biens communs, parce que le marché, il ne permet pas ça. Si, par exemple, tu as une pomme et que j'ai une orange, si je veux ta pomme, je vais essayer de voir si tu ne veux pas l'échanger contre mon orange. Je ne peux pas faire le passager clandestin. Et donc, le marché, ça fonctionne beaucoup mieux pour ça. Donc, en effet, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que cette logique, il faut passer par la contractualisation et une contractualisation mutuellement avantageuse dont on s'assure qu'aucun des parties ne pourra déroger par le droit, c'est associé à une anthropologie assez pessimiste. Qui, au fond, s'imagine que l'être humain est une nuisance potentielle. Et alors, il y a une question qui me vient comme ça, en fait, par rapport à ça, qui fait écho un petit peu aussi à ce qu'on voit aujourd'hui, cette idée, en fait, de planification centralisée. Et en fait, cette pensée, elle se développe aussi dans un contexte de naissance des États-nations modernes. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher de ce côté-là aussi, du fait que, en fait, on a un pouvoir politique qui s'affirme de plus en plus centralisé en Europe à ce moment-là, avec une volonté de contrôle réel, en fait, sur ce qui se passe au niveau des territoires, et pour qui, en fait, la question du droit et de la contractualisation, et à travers la propriété privée, est essentielle pour affirmer, en fait, sa prédominance et son contrôle sur l'ensemble du territoire. Oui, en effet, c'est vrai. C'est vrai, là, pour le coup, il y a une marche conjointe de l'affirmation de l'État moderne et de la formation du droit civil, dont, évidemment, le cœur est la propriété privée. Et c'est une raison pour laquelle Marx, par exemple, a dit qu'au fond, l'État est un État bourgeois. Pourquoi ? Parce que comme il protège la propriété, il protège les intérêts des possédants.
Ça semble logique. En fait, je pense que c'est quand même un modèle qui doit être un peu complexifié, au sens où on voit bien dans la deuxième moitié du 19e siècle comment l'État social, dans ses différentes formes, beveridgien, bismarckien ou à la française, a réussi à institutionnaliser les revendications ouvrières, en fait, et les revendications sociales. Et donc l'État se fait protecteur des plus fragiles et des plus démunis. L'État se fait redistributeur et pas seulement garant du droit strict. Donc voilà, ça c'est un point intéressant et c'est justement un point que vont s'attacher à critiquer un certain nombre d'économistes qu'on pourrait appeler des proto-néolibéraux, quoi. Comme von Mises, etc., qui essaient de montrer qu'en réalité, un État qui fait autre chose que simplement faire respecter les droits de propriété, il agit d'une façon inefficiente et qui, au bout du compte, va apporter préjudice à tout le monde. Oui, c'est ce que tu disais aussi un petit peu tout à l'heure en parlant de Malthus, qui critique notamment les lois sur les pauvres qui datent de la toute fin du XVIIIe en Angleterre, que Polanyi explicite très bien dans La Grande Transformation, en disant, en fait, ce qui a permis aussi au tout marché d'advenir, c'est le fait que l'État a été protecteur en fait d'un certain cadre social, même depuis les Tudors, qui a permis en fait que ce ne soit pas en fait un massacre complet et que du coup on advienne petit à petit à cette transformation sociale qui a été dramatique, mais qui en fait ne s'est pas faite dans une rupture complètement non contrôlée. Ça c'est une question de savoir, et là pour le coup je vais te dire quelle est mon option, mais de savoir si les lois, ce qu'on pourrait appeler les lois sociales, ont été faites pour acheter la paix civile et maintenir la stabilité dans un contexte de développement de la pauvreté, et de transition politique générale, ou est-ce que l'État social est vraiment un État social ? C'est-à-dire offre des vraies perspectives d'émancipation. Moi, je crois que le fait que l'État social soit un vrai État social est la bonne manière d'interpréter les choses. Pour le coup, c'est ce qui fait aussi que je pourrais être un peu en désaccord avec Marx, et comme beaucoup du mouvement du syndicalisme qui a accepté l'idée selon laquelle, en fait, l'État permet de garantir des avancées sociales. Donc ça n'est pas qu'un système qui est fait, l'État n'est pas qu'un système qui est fait pour maintenir l'ordre établi, mais c'est aussi un dispositif qui permet des protections réelles des gens les plus fragiles. Néanmoins, là, j'insiste sur un point, l'État redistributeur tel qu'il existe aujourd'hui nous prend au piège d'une certaine façon, puisque pour pouvoir l'alimenter, pour pouvoir le financer, il faut de la croissance. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on ne peut pas bifurquer. Et là, on est vraiment dans une situation très particulière où on est pris au piège. On se dit que cet État social qui redistribue au service, en effet, des plus démunis, nous prend au piège, dans un piège moral, c'est-à-dire nous dit, pour me maintenir, il faut maintenir le système qui m'alimente, c'est-à-dire, au fond, un système de croissance. Or, précisément, si on veut bifurquer, c'est ça la question, c'est comment on trouve un système politique juste, qui n'a pas besoin, qui ne requiert pas la croissance pour se maintenir. Voilà. Mais je pense que dans je dirais fin 19e, tout le 20e siècle, l'État social a été un vrai État social émancipateur qui a distribué des droits sociaux qui ont été essentiels pour, encore une fois, protéger les gens les plus fragiles. Et vraiment, et pas simplement à mon avis, dans une logique de stabilisation, d'achat de la paix sociale, un peu cynique, quoi. Je pense que ça a été un vrai mouvement profond qui s'est accompagné aussi d'une disparition des mouvements ouvriers qu'on a connus, qui étaient très très militants du 19e siècle, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que c'est en créant des partis, en prenant le pouvoir et le contrôle de l'appareil d'État, qu'on peut faire de l'État juste un instrument au service de la justice sociale et pas juste un instrument au service des intérêts dominants.
Ouais, alors je pense que tu aurais quelques points de désaccord avec des gens comme Nicolas da Silva et Bernard Friot sur Oui, cette question. oui. Mais Nicolas da Silva que j'ai reçu pour son livre La bataille de la Sécu, justement, qui retrace l'histoire de l'État social et la différence entre qu'est-ce qui est socialisé et qu'est-ce qui est étatisé. Oui, mais ça c'est une question. Oui, ça c'est une question intéressante aussi pour ce qui se passe aujourd'hui. Là-dessus, pour le coup, si, là je le rejoindrai, c'est-à-dire que le mouvement de ces 20 dernières années, il le dit certainement bien mieux que moi, est un mouvement d'étatisation, alors qu'en effet, les caisses, c'était des caisses mutuelles. Et ces caisses mutuelles, elles avaient une autonomie et elles étaient gérées par les partenaires sociaux, les salariés et les employeurs. L'idée que ça doit être à l'État de gérer les caisses de retraite ou l'assurance chômage ou l'assurance maladie, ça c'est quelque chose d'une révolution absolue et un accaparement par l'État de ressources qui n'avaient pas vocation au départ à gérer seules. À gérer, oui, en tant qu'employeur, mais à co-gérer avec toutes les autres personnes intéressées. Et là, on change en effet de modèle. Alors, savoir si c'est bien ou mal, c'est une autre question, mais en effet, on change de modèle et c'est pas suffisamment dit. Donc, moi, je trouve ça important, ces recherches qui montrent la rupture qu'on est en train d'introduire au nom d'une certaine conception de la justice monopolisée par l'État. Justement, sur la conception de la justice, c'est quelque chose qui est aussi un fil directeur de ton livre, puisque en fait, tu parles de différentes conceptions de la justice et qui sont au cœur même en fait du discours, de l'argumentation et de la pensée de certains auteurs, comme Hayek notamment, et qui font qu'on ne peut pas les comprendre si on ne comprend pas en fait leur rapport à la justice, justement. Et est-ce que tu peux peut-être justement un peu développer cette partie? Oui, alors Hayek, comme von Mises avant lui, Ludwig von Mises, l'école autrichienne d'économie, a insisté à développer toute une critique du socialisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'au fond, ces grands élaborateurs de la pensée économique étaient des gens parfaitement neutres, qui cherchaient à produire une science, sans parti pris. En fait, leur intérêt, c'était la critique. Alors là aussi, ça s'explique contextuellement. C'est-à-dire que y a le socialisme réalisé, à leur époque, c'est l'Union soviétique. Enfin, l'Union soviétique, évidemment, c'est pas un modèle. Donc, il y avait cette crainte du fait que le socialisme impliquait nécessairement une sorte de dirigisme d'État et une diminution, une attaque drastique des libertés. Mais on trouve ça. Alors, prenons un argument de Mises qui est intéressant à ce sujet. Mises dit, mais les marxistes qui pensent qu'on va rétablir la justice en expropriant les expropriateurs, enfin, comme si les expropriateurs, donc les propriétaires des moyens de production, comme si c'était les propriétaires des moyens de production qui organisaient l'économie, et qu'en les renversant, on allait remettre les choses en place, ils se trompent. Parce que, nous dit Mises, ce n'est pas les propriétaires des moyens de production qui font l'ordre économique, mais ce sont les consommateurs. Parce qu'en effet, les propriétaires des moyens de production, ils font rien tout seuls. Ils font ce que leur demandent les consommateurs. Si les consommateurs cessent de consommer tel type de truc, ils vont devoir produire autrement, produire autre chose. Donc, c'est la souveraineté des consommateurs, ce qu'on appelait aussi la démocratie des consommateurs. Donc, en fait, les salariés se retrouvent piégés. C'est-à-dire qu'on leur dit, c'est pas en renversant les patrons que vous allez vous en sortir, mais c'est en consommant autrement. Si vous voulez que le système économique soit plus juste, consommez autrement. Et à la fois, c'est une conception de la justice qui se défend, et à la fois, c'est un piège, parce qu'en effet, on se dit, mais nous sommes nos propres ennemis. Et peut-être que c'est vrai. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est complètement faux, parce qu'on voit bien, y compris dans le mouvement écologiste aujourd'hui, l'idée que nous sommes nos propres ennemis et qu'il faudrait qu'on en prenne conscience en changeant nos modes de consommation est un paradigme relativement dominant. Ce que je pense, c'est qu'il faut le critiquer parce que c'est un paradigme largement trompeur. Mais c'est quand même un paradigme qui a sa force. Voilà. Donc ça, c'était... Et puis alors, quant à Hayek, lui considère au fond qu'il critique le socialisme et ce qu'il appelle la justice sociale. Pourquoi ?
On pourrait dire c'est un grand méchant, il veut pas aider les plus pauvres et tout. C'est pas du tout ce qu'il dit, parce que déjà, comme je le disais tout à l'heure, il pense que le libre marché offre des opportunités, et d'abord aux plus pauvres, et les mêmes opportunités à tous, et que c'est au contraire l'intervention de l'État qui fait du favoritisme, qui détériore les équilibres de marché et qui fait que les pauvres ont moins d'opportunités. Donc son objectif indirect, c'est bien de favoriser les plus pauvres et d'éviter qu'ils restent enfermés dans des trappes à pauvreté. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il dit, la justice sociale, ça n'a pas de sens. Je donne quelques arguments rapides. Ça n'a pas de sens parce que ça signifierait que quelqu'un en est responsable. C'est-à-dire qu'il y a une injustice qui a été commise et il faudrait qu'elle ait été commise par les riches. C'est-à-dire que les riches aient voulu que les pauvres soient pauvres. Or, ce n'est pas le cas. Les riches n'ont pas voulu que les pauvres soient pauvres. Il n'y a pas d'injustice sociale. Donc, il n'y a pas de justice sociale à rétablir. Et si l'État s'avise de prélever aux plus riches un certain nombre de ressources pour les mettre au service d'objectifs qui sont les objectifs des plus démunis, par exemple, il nie la liberté, en fait. Il attaque, il s'en prend à la liberté des agents. Donc là, il y a bien aussi une conception de la justice fondée sur la défense de la liberté et sur le fait qu'on ne peut imputer aux gens que ce dont ils sont responsables. Mais on ne peut pas demander aux riches d'assumer la responsabilité de la pauvreté qu'ils n'ont pas voulu. C'est hyper intéressant parce que quand on l'explique comme ça, ça paraît plutôt assez convaincant en fait. Ouais. Et on se dit, oui, en fait, les libéraux et certains néolibéraux aujourd'hui, en fait, ce ne sont pas des crétins et ils ne sont pas des cyniques non plus. Pourtant, quand on creuse un petit peu, on peut quand même y voir des critiques sans tout réfuter, comme tu le disais. Il y a des choses où, bien évidemment, on est forcé de constater l'idée du passager clandestin, par exemple, ça serait complètement illusoire de vouloir rétorquer que ça n'existe pas. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, sauf que, en fait, la réponse de la propriété privée comme étant un moyen de se protéger de ces situations de passagers clandestins, c'est une réponse parmi beaucoup d'autres qui peuvent exister. Par exemple, David Graeber, dans Dead 5000 ans d'histoire ou dans Au commencement était, explique très bien comment plein de différentes sociétés se sont protégées, en fait, à travers la moquerie, par exemple, l'exclusion, le meurtre de ces passagers clandestins au cœur même de la communauté. Mais du coup, si on revient si on gratte un petit peu ce sur quoi s'appuie en fait toute cette réflexion autour de la propriété, qu'est-ce que toi tu as vu qui est en fait un petit peu dérangeant comme non dit ou en fait comme quelque chose d'assumé comme étant évident? Ouais. Alors il y a disons plusieurs choses. Il y a ce qui est le plus central à mon avis. Dans ce non-dit, alors c'est dit et non-dit en fait, mais c'est la détestation pour la démocratie. En fait, ces gens-là ne supportent pas l'idée de la démocratie qu'ils traduisent comme étant le fait majoritaire. Pourquoi ? Là aussi, je le dis vite, je vais essayer de ne pas être caricatural, j'essaie d'être plus précis dans mon ouvrage, mais parce que le fait majoritaire est inefficient, il n'est pas mutuellement satisfaisant, il permet à la majorité, qui, elle, voit un bénéfice à une décision, d'imposer à la minorité, pour qui cette décision est juste coûteuse, d'imposer son point de vue. Or, le marché, il ne fait pas ça. Le marché, il ne fait pas ça parce qu'il fonctionne par des contrats mutuellement satisfaisants. Parce que si on accepte d'acheter quelque chose, c'est que ça fait plaisir au vendeur et ça fait plaisir à l'acheteur. Donc, on a des contrats win-win, comme on dit. Or, la démocratie, elle ne fonctionne pas sur le modèle du win-win. Elle fonctionne nécessairement elle a forcément des effets coercitifs que n'aurait pas le marché. Donc, en fait, ils ont tendance à dire, mais l'essentiel de la démocratie se joue non pas dans les urnes, mais sur les marchés et qu'au fond, l'acte d'achat est comme un bulletin de vote et on retrouve l'idée que je défendais tout à l'heure. Or, me semble-t-il, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on le vit nous-mêmes dans nos pratiques quotidiennes. C'est-à-dire qu'au fond, quand on est consommateur, on raisonne pas sur les mêmes bases que quand on est électeur.
Alors évidemment, c'est le luxe du riche de pouvoir se dire, en plus de mes choix de consommateur, je vais rajouter un module de responsabilité en me disant, bon, si en même temps mes achats peuvent être responsables, c'est bien. Mais ce n'est pas le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est qu'on se dit, il faut que quand ce que j'achète soit compatible avec mes finances, etc. Et c'est logique, c'est ce que tout le monde fait. Et la question de la responsabilité collective n'est pas du tout une question qui est au centre de la réflexion du consommateur. Ce qui fait qu'on peut se sentir très mal à l'aise quand on est à la fois consommateur et citoyen, c'est-à-dire qu'on se dit, mais en fait, mon point de vue de citoyen que je défendrai dans les urnes, je me comporte pas du tout, je m'y conforme pas en tant que consommateur. C'est la raison pour laquelle il faut et des citoyens et des consommateurs. Et il faut qu'on soit capable de prendre en charge des mesures contraignantes qui nous empêchent, en tant que consommateur, de mal nous comporter. Mais pas parce que c'est une coercition qui arriverait de nulle part, mais parce qu'en fait, on est fondamentalement d'accord avec cette coercition en tant que citoyen. Donc on serait clivé comme ça intérieurement. Mais en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui est d'une très grande banalité. C'est-à-dire que, typiquement, on est pressé sur la route. On fait du 140, 150, 180 km/h sur l'autoroute. On peut se plaindre du fait qu'il y ait des radars, mais en fait, on sait très bien qu'on est d'accord avec le fait qu'il est mieux qu'il y ait des radars plutôt que non, pour éviter les accidents de la route. Et ce sont des politiques qui sont certes coercitives, qui limitent notre capacité de choisir, mais que l'on souhaite au fond, nous, en tant que citoyens. Même si momentanément, en tant qu'agent individuel, on a envie justement de faire le passager clandestin et de s'en affranchir. C'est un truc que même Buchanan a souligné. Et lui, il appelle ça le paradoxe du gouverné. Et ça, c'est vachement intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il prend l'exemple de Robinson. Alors, les économistes aiment bien Robinson, c'est-à-dire s'imaginer quelqu'un d'isolé, mais là, en l'occurrence, c'est pertinent pour montrer justement cette espèce de tension interne au sujet entre le moi consommateur, plein de faiblesses de volonté, et puis avec des contraintes qui sont propres à la gestion de notre budget domestique, on va dire, et puis notre moi citoyen. Alors lui, il prend l'exemple justement de Robinson qui se met un réveil le matin pour pouvoir profiter de sa journée. Mais évidemment, quand le réveil sonne à 7 heures le matin, c'est le premier à se plaindre. Mais qu'est-ce que c'est que ce réveil ? Ça me réveille. Mais en même temps, en réalité, il a mis ce réveil pour se conformer à sa volonté d'être responsable. Alors évidemment, là, c'est dans la gestion de sa vie quotidienne, mais dans la question de la gestion de la cité, on a le même problème. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on peut prendre des décisions qui nous contraignent en tant que consommateur et se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ces impôts ? Qu'est-ce que c'est que ces règles qui m'empêchent d'acheter ceci ou cela ?» Mais en fait, c'est comme le réveil de Robinson. Et ça, c'est un des présupposés, je pense, les plus problématiques dans ces pensées, c'est de démonétiser la démocratie dans ce qu'elle a de spécifique et les fonctionnements démocratiques dans ce qui sont spécifiques. Voilà. Il y aurait plein d'autres problèmes, et celui-là, en effet, me semble central. Et c'est aussi une vision de la démocratie qui est hyper limitée. Moi, c'est ce qui me choquait aussi quand on l'aborde, c'est de se dire que la question déjà de la majorité ou de la dictature de la majorité, c'est assez récurrent aussi comme thème. Il y avait un bouquin que je trouvais assez intéressant qui était sorti il y a quelques années, Le peuple contre la démocratie, qui justement parlait de comment en fait se protéger on va dire, du diktat de la majorité. Mais c'est parce qu'on a une idée de la démocratie qui est en fait ancrée aussi dans un système représentatif. Ou alors un modèle d'élection à la majorité, alors qu'en fait il existe plein d'autres manières en fait de vivre la démocratie, et de manière beaucoup plus concrète ou directe. Je voulais juste parce que ça m'y a fait penser tout de suite, citer l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, avec des citoyens qui s'auto-contraignent en tant que consommateurs, mais sur un modèle de délibération éclairée après avoir suivi une formation auprès d'experts sur le sujet, et qui disent « Ah bah oui, non, très concrètement, il faut aller à 110 sur l'autoroute, etc. » Et qui acceptent en fait de s'auto-contraindre, mais de manière collective, sur un processus de délibération, et non pas en fait de référendum ou de vote majoritaire, etc. Oui, alors ça c'est un autre problème. Alors, ça soulève énormément de problèmes qui font en fait référence aux fondamentaux de nos sociétés politiques. En effet, c'est-à-dire que
les deux peuvent être vrais et défendus, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est justement le fameux théorème de Condorcet qui a été repris par Arrow, c'est-à-dire en fait, les choix collectifs, quand on pose le problème dans certains cadres théoriques, conduisent à des contradictions. Donc, ils ne sont pas possibles. Et puis, en même temps, Condorcet, c'est tout le paradoxe, affirme que quand une collectivité prend une décision suite à une délibération, la décision a plus de chances d'être la bonne que quand on demande à des individus isolés. Or, le marché, il demande à des individus isolés. Donc, si Condorcet a raison, passer par des mécanismes démocratiques de délibération a plus de chances de conduire à des bons résultats que les mécanismes de marché. Et je voulais revenir sur un point, c'est-à-dire que tu dis les présupposés. Je pense qu'il y a un autre présupposé, c'est que les biens communs sont nécessairement sous-optimaux. Et donc, il faut, si on peut, il faut faire en sorte que ce soit géré et qu'il soit géré comme des biens privés et sous la forme du marché. Et ça, c'est un autre, c'est un autre cheval de bataille hyper puissant chez eux. Et le problème, c'est qu'il y a des bons arguments, notamment justement l'argument du passager clandestin. Effectivement, il marche en partie, pas complètement. Mais en même temps, ça suppose une certaine vision du bien commun qui, à mon avis, exclut les biens communs environnementaux. Parce que, évidemment, on peut dire tous les biens communs penseront au service public. Celui qui n'a pas envie de financer, qui ne finance pas, il ne bénéficiera pas du service. Donc, il y a toujours la possibilité de dire on exclut le récalcitrant. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les biens communs environnementaux ? C'est-à-dire le type qui dit non, moi j'ai envie de continuer à utiliser mon bolide polluant, mon véhicule polluant. Est-ce qu'on peut dire ok, je t'exclus ? Non, parce qu'en réalité, la pollution, elle n'a pas de frontières. Et donc, l'usage qu'il fait, polluant qu'il fait de tout ce qui lui appartient, a nécessairement un impact préjudiciable sur tous les autres. Comment faire ? On doit le contraindre. Là, il n'y a pas la solution de l'exclusion. Et alors même, la solution de l'exclusion est extrêmement problématique, y compris pour les services publics. Quand on dit à quelqu'un, par exemple, écoute, t'as fait un peu le passager clandestin, t'as fumé toute ta vie, on t'avait dit que t'aurais un cancer, ça coûte cher à la société, maintenant on va pas te soigner parce que t'avais qu'à être un peu plus responsable. Là, au fond, on parle de ce qu'on appelle des biens premiers. Est-ce qu'on peut vraiment, moralement, dans une société de justice, exclure quelqu'un de l'accès à ces biens premiers ? C'est très compliqué. Donc à partir du moment où on considère qu'on ne peut pas moralement, dans une société démocratique, justement, exclure les personnes des biens premiers, on doit bien les contraindre à participer d'une certaine façon, c'est-à-dire à participer à leur financement. Donc ce problème d'exclusion, en fait, qui semble être une bonne solution, il est beaucoup plus problématique que ce qu'on croit pour les biens communs environnementaux, où en fait, il n'y a pas de frontière. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu vas pas on t'exclut, mais tu n'en profiteras pas, parce qu'en réalité, la pollution n'a pas de frontière. Et puis, pour tous les services publics qui ouvrent l'accès à tous à des biens premiers, où on ne s'imagine pas un médecin dire à quelqu'un « Mais non, mais toi, on ne va pas te soigner parce que tu n'as pas financé, on ne va pas te soigner parce que tu as pris des risques dans ta vie. » Et on n'imagine pas une société civilisée et démocratique le faire. Par conséquent, on doit contraindre tout le monde à participer. En revanche, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Je ne dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, mais je trouve ça pas souhaitable. Non, effectivement, personne n'a envie de vivre sous le Troisième Reich. Non, voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant et ça pourrait nous emmener loin. Et puis après, j'ai envie que tu développes un petit peu justement ce que tout a pensé autour de la copossession, mais je peux pas m'empêcher quand même de rapprocher ce que tu expliques de la doctrine utilitariste poussée à l'extrême en fait, avec la question en fait de l'utilité de l'individu et le fait de juger en fait la place et le droit à vivre ou à être aidé d'un individu par rapport à son utilité. Puisque à ce coup-là, en fait, c'est le fait de dire, tous ceux qui ont des handicaps, finalement, on les traite autrement, on ne les soigne pas parce qu'ils n'ont pas l'utilité. Et c'est des questions qui aujourd'hui se posent d'ores et déjà, en fait, dans différents pays et vraisemblablement vont se poser encore plus par rapport
la folie technologique, selon moi, dans laquelle on est propulsé, notamment avec l'intelligence artificielle, etc., où en fait on se retrouve avec une grande part de la population qui devient inutile à ceux qui ont les moyens et la capacité de faire sans eux. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Et voilà, moi, c'est un peu ces débats que ça soulève. Ouais. Ça, c'est des questions importantes, mais sans rentrer dans le détail, c'est aussi, on a une assignation très, très particulière de l'utilité. C'est-à-dire qu'au fond, on utilise des grilles d'analyse pour dire que telle personne est utile ou inutile. Alors moi, je m'interroge toujours pour savoir si quelqu'un qui est rentier, on dira il est investisseur. Bon, on le voit dans un autre angle, on dit qu'il est rentier. Est-ce qu'il est utile? Il vit du travail des autres, d'une certaine façon. Alors, du point de vue de ceux qui produisent dans l'économie réelle, ils diront que le rentier ne sert à rien. Mais les rentiers qui s'appellent des investisseurs, ils disent oui, mais si je ne suis pas là, il n'y a plus d'économie réelle. Donc, eux vont dire que c'est eux qui sont vraiment utiles et qui fournissent du travail. Donc, en fait, l'assignation d'utilité est très relative. Et donc, je pense qu'il faut s'en méfier, en effet. Et typiquement, quand on parlait, par exemple, de personnes handicapées, en réalité, elles sont insérées dans des tissus sociaux. Et dans ces tissus sociaux, elles sont importantes. Et donc, elles ont, au sein de ces tissus sociaux, une utilité. Alors, peut-être pas une utilité qui se monnaie, mais une utilité néanmoins. Donc, là, en fait, il faut toujours, en effet, se méfier de cette référence à l'utilité, parce qu'elle est très relative et elle est très révélatrice des grilles à travers lesquelles on analyse la société. Et comme tu le disais, en plus, c'est vraiment individualisé les personnes, et c'est pensé à l'échelle de l'unicité, ce qui n'a aucun sens, en fait, quand on pense un corps social et une société. Oui, ça c'est une vraie question. C'est aussi tout le problème, en effet, de ce qu'on a appelé l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment réduire l'analyse des faits sociaux à une agrégation de choix individuels? Ou est-ce que c'est autre chose et plus? Parce que typiquement, pour reprendre le cas, ça permet de boucler ce que tu disais du contrat tout à l'heure, c'est-à-dire au fond, dire que tout serait affaire de contrat est éminemment problématique. On peut dire que... En fait, il n'y a pas d'exploitation au sens marxiste. Le travail n'est pas exploité parce qu'un salarié a signé un contrat, il a accepté de le signer parce que ça améliore sa position initiale. Le patron lui-même accepte de salarier parce qu'il y trouve un intérêt, donc il y a un bénéfice mutuel, tout va bien, consentement, contrat et tout. Mais c'est négliger les structures sociales et notamment les structures de domination. Le fait qu'en réalité, on n'est pas vraiment à égalité dans une société, qu'il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres, qu'il y a des gens qui ont la capacité d'imposer leurs décisions à d'autres, et que ça, un salarié qui demande un emploi n'est pas dans une position d'égalité, il n'a pas le pouvoir de dire non. Face à son employeur, surtout dans une situation où il y a du chômage. Et donc, cette espèce d'individualisme méthodologique conduit à négliger l'analyse de la société à travers le concept de structure sociale, qui suppose l'idée selon laquelle la société ne se réduit pas à l'agrégation de choix individuels tels que les contrats permettent de les valider. Donc, en effet, ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on appelle société ? Est-ce qu'on appelle société des structures collectives ou est-ce qu'on appelle société simplement une agrégation d'individus? J'aimerais qu'on passe du coup à la partie sur la copossession, mais voilà, c'est qui découle en fait complètement de ce qu'on vient de dire, puisque à partir du moment où on fait cette critique de l'ordre propriétaire par rapport à tout ce qu'on s'est dit en fait et les limites de la propriété privée, et notamment aujourd'hui par rapport à l'urgence écologique, tu l'as bien dit par rapport au commun, où en fait non, ça ne marche pas en fait, à partir du moment où on ne peut pas empêcher juste par les régimes de propriété quelqu'un en fait de polluer les sols, l'eau, etc. Et c'est ce qu'on voit. Je rappelle que 6 des limites planétaires sont franchies en 2023 sur les 9 qui existent, et qu'on est dans une situation d'urgence assez catastrophique. Et toi, tu arrives avec une proposition que j'ai trouvée assez géniale, que tu appelles la copossession. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus? Ouais. Alors, en effet, tu as raison de souligner le fait que
le phénomène de la pollution dont je parlais tout à l'heure aussi autour des biens communs environnementaux qui n'ont pas dont on ne peut pas s'affranchir en fait est une question spécifique d'ailleurs qui a été soulevée par Hardin parce que Hardin disait, je reprends l'exemple d'Hardin, dans le cas de la consommation, la propriété ça fonctionne bien selon lui dans le cas justement des bergers, mais ça ne marche pas pour la pollution parce qu'au contraire la propriété dans le cas de la pollution joue presque comme un moyen de s'autoriser à polluer. Typiquement, cette usine m'appartient, je fais ce que je veux. Et s'il y a des externalités négatives parce que je rejette des liquides polluants dans un cours d'eau, c'est pas mon problème, personne n'a rien à dire puisque je fais ce que je veux avec ce qui m'appartient. Donc en fait, la propriété là joue presque comme non pas une incitation, mais comme quelque chose qui protégerait le droit à polluer. Donc la propriété, là ça ne fonctionne pas. Alors, certains ont dit, je pense à Ronald Coase par exemple, que, en fait, c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça, on peut créer un nouveau marché des droits à polluer, etc. Si ça gêne les riverains de la rivière, qu'il y ait du soufre dans le cours d'eau, ils n'ont qu'à aller négocier avec l'industriel pour voir à quelles conditions l'industriel peut accepter, avantageuse pour lui, l'industriel peut accepter de cesser de polluer, et donc il négocie, et il y a un marché, des nouveaux marchés, et donc des nouveaux titres dont on peut être propriétaire. En réalité, ça ne marche pas bien parce qu'en fait, on sait très bien que le marché, il y a des défaillances de marché et que le marché peine à gérer la question des externalités. Et donc, on doit nécessairement faire intervenir quelque chose qui relève de la contrainte publique. Donc c'est la thèse d'Hardin, mais avant lui, c'était aussi la thèse de Pigou, qui est un économiste de la fin du 19e, début du 20e siècle, que justement Coase a essayé de contester. Donc en effet, voilà, c'est ça le problème. Et le problème, c'est, pour le formuler, c'est le suivant. Si on revient à la question de la propriété, c'est qu'au fond, la propriété est une sorte de droit de se séparer. On l'interprète comme ça, la propriété privée, propriété exclusive, je mets des barrières autour de ce qui est à moi. Mais l'usage que j'en fais peut avoir des effets externes. Parce que, typiquement, je peins la façade de ma maison en rose fuchsia dans un espace urbain protégé, ça détériore l'espace urbain. J'allume mon véhicule pour avoir chaud l'hiver à côté du jardin de mes voisins. Ça détériore la santé, même de façon microscopique, mais néanmoins des enfants qui y jouent. Donc je peux pas mettre des barrières, en fait. Les choses qui m'appartiennent appartiennent elles-mêmes à un ensemble plus grand dont je ne peux pas les sortir. Et c'est à ça que j'invite quand je parle de copossession, c'est qu'il faut partir de cet ensemble plus grand dans lequel s'insèrent nos droits, plutôt que de partir de nos droits individuels et d'essayer de voir comment les limiter pour que ça puisse être compatible avec cet ensemble plus grand. Et c'est ce que j'appelle la copossession. C'est-à-dire que c'est un fait. C'est pas un droit, ça ne signifie pas la copropriété, ça ne signifie pas la collectivisation, mais c'est un fait. Tout ce que l'on a s'insère dans un monde qui est fondamentalement copossédé. Et il faut partir de ce fait pour penser la justice. Or, on est trop longtemps parti de la propriété pour penser de la justice et essayer de faire en sorte que la propriété n'abîme pas trop les conditions de la vie collective, etc. Mais je pense que là, aujourd'hui, la crise environnementale nous invite à complètement changer de paradigme et à partir du fait de la copossession pour ensuite distribuer des droits justes, c'est-à-dire de savoir ce que les uns et les autres on peut faire pour continuer à vivre dans un monde soutenable sur le long terme. Donc voilà, c'est ça l'idée. C'est vraiment ce fait que ce monde, c'est pas qu'il nous appartient au sens d'une propriété, c'est que on en est tous les usagers et on subit tous les préjudices qui résultent de l'usage que les autres en font. Et c'est ça la vérité première. Et du coup, à partir de ce constat que je partage bien évidemment, comment est-ce que tu fais évoluer l'idée de la propriété privée ? Parce que après, d'aucuns déjà pourraient rétorquer oui très bien, mais grâce à la technologie, on va réduire les problèmes de pollution, etc. Enfin, bon, c'est Kuznets depuis un moment, la courbe de Kuznets sur les externalités, et ça n'en finit pas aujourd'hui avec la géo-ingénierie. Mais après, même si on accepte ce postulat, et qu'on se dit ok, mais du coup comment est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce que ça change dans le régime de propriété,
qu'est-ce que ça change dans notre manière en fait de faire société et concrètement, comment ça se matérialise? Oui, alors comment ça se matérialise concrètement? Bon, là, on pourrait dire d'une certaine façon que ce que je raconte n'est pas forcément original, parce qu'en effet, dans le droit, de toute façon, on n'a pas tous les droits sur ce qui nous appartient. En effet, il y a des contraintes d'urbanisme qui font que dans une zone protégée, il faut que je demande l'autorisation avant de repeindre ma façade. Donc là-dessus, on va dire oui, il n'est pas très original. Le paradigme qui a été dominant jusqu'à présent, c'était de dire il y a d'abord la propriété privée et ensuite des restrictions qui s'imposent à elle en fonction de l'intérêt général. En fonction des lois et des règlements. Hein. C'est l'article 544 du Code civil. Et c'est même l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme. Je pense vraiment qu'il faut complètement changer les choses et mettre à bas le concept de propriété privée. Parce que dans ce concept de propriété privée est incluse l'idée que... en théorie, dans un monde pur, je pourrais faire tout ce que je veux avec ce qui m'appartient. Alors évidemment, comme ce monde n'est pas pur, on met quelques limites. Or, moi, je pense que dans un monde pur, je n'ai sur les choses dont je jouis que les droits qui sont compatibles avec les droits des autres. Et c'est de là qu'il faut partir. Et ça, c'est vraiment en fait un changement de grille d'analyse. Parce que... et du coup, ensuite, cette matrice... peut avoir des effets, mais alors je donne quelques exemples. Hein. On pourrait dire, il y a un certain nombre de lois qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté, au nom de la propriété, et de la liberté d'entreprendre. Ce qui montre bien qu'au fond, une valeur première, c'est quand même la propriété. Si on faisait de la valeur première la copossession, je pense que les lois dont on parle, je pense notamment aux lois antidélocalisation, etc., n'auraient pas pu être, c'est la loi Florange de 2014, n'auraient pas pu être retoquées de la même façon. Donc c'est plutôt une invitation à penser les choses autrement sur la question des méga-bassines, par exemple, de l'accaparement de l'eau. Ne pas penser en termes justement des moyens que les agriculteurs ont de trouver de l'eau dans une situation de pénurie pour être les plus productifs possibles, etc. Mais de penser l'eau comme une ressource copossédée et de voir comment démocratiquement on peut la gérer d'une façon qui ne soit pas complètement préjudiciable aux intérêts des agriculteurs, mais qui permettent l'articulation des droits des uns et des autres. Donc évidemment, ça suppose de mettre la justice au centre et la démocratie au centre. Voilà. Par ailleurs, j'insiste néanmoins sur un point, c'est qu'il ne s'agit pas de défendre une sorte de communisme collectiviste. Il ne s'agit pas de retirer toutes les libertés économiques, mais de ne laisser aux agents que les libertés économiques qui sont compatibles avec les autres libertés, les libertés des autres, ou les droits des autres. Et ça, c'est un point qui me semble important. Donc il ne s'agit pas de renoncer complètement aux logiques de marché, mais de faire en sorte que les droits dont je peux bénéficier sur le marché, ce sont que des droits qui sont compatibles avec les droits des autres. Mais par exemple, le droit à vivre dans un environnement non pollué, par exemple, le droit à avoir accès à l'éducation, à une éducation gratuite, etc. Enfin, on peut penser toute une série de droits de ce type-là. Mais ça n'est acceptable, encore une fois, que si on se situe dans le cadre paradigmatique de la copossession, plutôt que dans celui de la propriété des marchés. Parce que tout ce que tu dis me fait beaucoup penser aussi aux travaux d'Aurélien Berland. Je ne sais pas si tu as lu Terre et Liberté, et du coup par rapport justement à cette idée faussée déjà de base qu'on a de la liberté, avec la volonté de s'extraire de toute contrainte, mais qui en fait n'est pas de la liberté. C'est réellement... Pour aller plus loin en fait vers ce que tu dis, moi bien évidemment encore une fois j'abonde, j'ai dit ok, on signe où, mais surtout comment est-ce qu'on met ça en place, et parce qu'on a l'impression qu'en fait cet ordre propriétaire, ce régime de propriété privée, il est là depuis toujours. Or en fait c'est pas réellement le cas, puisqu'il s'impose concrètement à la Révolution française et sous Napoléon, je crois, dans le droit français. Et du coup, en fait, ça fait pas si longtemps qu'on pense les choses de cette manière. Et comment est-ce qu'on pourrait inverser la tendance? Comment est-ce qu'on pouvait justement mettre cette base de copossession comme étant le paradigme
centrale à la place de la propriété privée. Ouais. Moi, je pense que c'est en effet par l'État, c'est une approche plutôt étatiste, mais il y a par exemple ce que disait Elinor Ostrom, qui est prix Nobel 2008 d'économie, qui justement conteste ce que dit Hardin sur la tragédie des communs. Elle montre comment la gestion communautaire, ce qu'elle appelle les common pool resources, peut être une méthode économiquement efficiente, parce que elle est économiste, donc elle cherche des solutions efficientes. Et alors, prenons par exemple une pêcherie. Cette pêcherie collective, elle est la propriété de personne, mais en fait, le groupe la gère collectivement en distribuant en fonction de la ressource halieutique des droits de tirage individuels. Pour éviter la tragédie des communs, pour s'assurer que ce que va tirer chacun est compatible avec le maintien de la ressource halieutique. Donc on se retrouve avec un bien commun qui n'est pas conduit à sa perte, mais qui au contraire qui peut être géré de façon optimale. Parce que en fait, cette pêcherie, si on dit aux pêcheurs, en effet, cette pêcherie ou cette zone de pêche, allez pêcher comme vous voulez, sur un mode de la concurrence et du marché, dans pas longtemps, ils n'auront plus de poissons. Donc là, le marché, ce n'est pas une solution. Et en effet, des formes de gestion communautaire peuvent mieux fonctionner. Alors évidemment, pour éviter des passagers clandestins, il faut imaginer des systèmes de sanctions, etc. Mais comme tu dis, au fond, ça existe, des systèmes de sanctions qui ne sont pas les sanctions du marché. On exclut celui qui ne respecte pas les règles, par exemple, typiquement là-dessus. Et ça me semble aussi être un point important, parce que tu parlais aussi tout à l'heure du name and shame, qui est une autre forme de sanction, alors qui peut avoir ses excès. Mais le name and shame fonctionne sur ce qu'on pourrait appeler l'économie de l'estime, qui n'est pas une économie financière, et qui renvoie plutôt à un autre ressort de l'être humain, qui est important, c'est la vertu. On a tous envie d'être considérés comme des gens vertueux par les autres. Et il y a une sanction très forte, qui est le déshonneur, la honte. Et ça aussi, ça fait partie des sanctions. Certaines personnes font des choses parce qu'ils sont fiers de les faire. Et pas parce que, même si ça leur est coûteux financièrement. Et ça, en fait, on le néglige totalement. En fait, on dit, ben non, mais ça, c'est pas possible, la vertu. Mais même Hardin le dit, en fait. Il faut de la sanction de l'État, il faut des amendes et tout ça pour que les gens ne polluent pas, parce qu'on ne peut pas tout attendre de la vertu. Alors certes, on ne peut pas tout attendre de la vertu, mais on peut attendre beaucoup de choses de la vertu. C'est-à-dire de l'économie de l'estime. Et ça, l'économie de l'estime, en fait, un économiste orthodoxe, il s'en fiche. Donc, là-dessus, il y a aussi, en effet, plein de choses à penser qui permettent de mettre en application la copossession. Alors de façon plus concrète, parce qu'on pourrait dire l'économie de l'estime, c'est une manière de dire, en fait, ce qui m'appartient, il n'y a pas que moi qui ai quelque chose à en dire. Toute la communauté peut en dire quelque chose, me mépriser si je fais un mauvais usage de ce qui m'appartient, et ça joue. Ça, c'est important. Donc c'est d'une certaine façon admettre que la collectivité a une sorte de droit de regard. Que ce qui est à moi, c'est pas absolument séparé du reste de la société. Or, encore une fois, je pense très largement le capitalisme a organisé la croyance selon laquelle nous étions des isolats, avec ce droit de se séparer et des comptes à rendre à personne. Or, en réalité, c'est assez infidèle, où ça fait violence à la nature humaine, en fait. On a des comptes à rendre, mais nous sommes des animaux de société, quoi. Donc, en nous-mêmes, nous vivons comme très coûteux le fait d'être méprisé par les autres du fait de notre attitude. Donc là, il y a aussi un élément qui peut se jouer. Par ailleurs, mais sur un plan plus institutionnel, la proposition de la copossession a aussi une vocation critique. Notamment justement de critiquer des approches qui sont également des approches des municipalités de gauche qui disent si on a un cinéma par exemple d'arrêt d'essai qui ne trouve pas son business model, il doit fermer. En gros, si les habitants du quartier ne sont pas contents, ils ont qu'à, au lieu d'aller voir le dernier film hollywoodien, ils ont qu'à aller se payer une place. Donc c'est cette idée-là que c'est le marché qui doit sanctionner. Or, moi je pense que, et c'est ce qui s'est longtemps fait, c'est l'idée selon laquelle, en même temps, les membres du quartier, les habitants du quartier peuvent se dire « Ouais, mais moi je veux bien, hors marché, aider ce cinéma à continuer d'exister, rien que parce que ça nous donne et ça donne à nos enfants l'opportunité d'aller voir des films d'arrêt d'essai. » Et donc c'est cette idée qu'il puisse y avoir un soutien collectif hors marché, y compris pour des biens privés, parce que là ce cinéma c'est un cinéma privé, parce qu'il a une valeur commune
eh ben, c'est cette manière de penser les choses qu'on tend aujourd'hui à penser comme n'étant pas une bonne manière de faire, qu'on doit remettre au centre, en fait. C'est-à-dire que parfois, on peut financer des choses à perte. Le marché a décidé que ça ne devait plus exister. Collectivement, on décide que si on veut que ça continue d'exister. Et ça, c'est quelque chose à quoi on est confronté, mais de façon très générale, mais y compris à l'école. C'est-à-dire qu'il y a une autre forme de marché. C'est-à-dire les gens vont plus faire de latin et de grec. On dit on ferme les classes de latin et de grec. Est-ce que les gens ne sont pas prêts à payer, même si ça coûte un peu d'argent, pour que leurs enfants puissent éventuellement avoir l'opportunité de faire du latin et du grec, même si ça coûte à la collectivité. Et ça, en fait, encore une fois, cette manière de penser les choses est absolument ridiculisée. Une manière de la remettre en selle, d'une certaine façon, c'est de dire oui, mais nous vivons dans un monde copossédé. C'est pas le marché qui a le dernier mot, mais c'est la collectivité qui a le droit d'orienter les choses, même hors marché, dans des perspectives qui lui appartiennent et qui lui sont chères. Mais ça suppose, encore une fois, de dire la démocratie, ce n'est pas seulement le marché. Ça peut être en partie le marché, mais ce n'est pas seulement le marché. Il y a aussi des cadres politiques qui doivent se décider, et que ces cadres politiques, ils se décident au niveau des délibérations des citoyens, et pas simplement au niveau des choix des consommateurs. Donc voilà, c'est ça à peu près l'idée. Alors, en effet, les citoyens peuvent décider de mettre des cadres au marché, c'est-à-dire de dire aux agents que nous sommes aussi, aux agents économiques que nous sommes aussi, nous n'avons pas tous les droits. Nous ne pouvons pas acheter telle chose si elle a été produite dans des conditions qui sont environnementalement pas satisfaisantes, socialement pas satisfaisantes. On n'est pas content, ça nous fait du tort, mais c'est quelque chose qui est hors marché, qui est imposé au marché, non pas de l'extérieur, mais par nous-mêmes en tant que citoyens. Mais qui a un cadre supramarché. Qui a un cadre supramarché qui permet au marché de fonctionner dans des cadres justes, acceptables par tous. Donc c'est ça l'idée. C'est-à-dire que c'est pas de dire il faut plus de marché, on va rentrer dans une société collectiviste. Je veux dire, c'est aussi une approche acceptable, mais qui n'est pas la mienne. C'est de dire en fait le marché n'est souhaitable que dans des cadres qui sont acceptables par tous les citoyens à la suite d'une délibération. Et pas simplement en effet d'un vote majoritaire, parce qu'enfin le vote majoritaire est extrêmement limité. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est en fait la Convention citoyenne. Les gens qui sont rentrés dans la Convention citoyenne, à l'issue du processus de délibération, n'avaient pas du tout les mêmes idées que celles avec lesquelles ils sont rentrés. Or là, aujourd'hui, quand on demande aux gens d'aller voter dans l'isoloir, on leur demande d'aller voter indépendamment de toute délibération collective. Donc un peu comme des consommateurs, en effet, qui disent moi je préfère ça parce qu'on me promet des baisses d'impôts. Ils n'ont pas réfléchi si c'était souhaitable ou pas souhaitable. Oui, tu vois. Donc, je pense que là, il y a en effet une sorte de ce que j'appelle la copossession a plutôt un impact institutionnel sur le fait qu'en fait, on ne doit pas considérer que la propriété est un droit fondamental intangible. C'est un droit, certes, il s'agit pas mais secondaire. Ça, c'est le premier point. Et que le deuxième point, c'est pas les décisions du marché qui font la justice, qui font la démocratie, mais c'est les délibérations des citoyens entre eux qui donnent au marché des cadres. Et or, aujourd'hui, encore une fois, on nous dit non. Le marché a décidé, la politique n'a pas de pouvoir, voilà. Et donc les gens se désengagent de plus en plus de la vie politique, parce qu'ils disent voilà, c'est pas comme ça que ça va changer. Alors nous, localement, on va essayer de consommer responsable, etc. Ce qui est très bien, mais c'est aussi pas ça qui va changer les choses. Donc en effet, il s'agit aussi de redonner à la politique toute sa place. Parce que ce dont je suis assez convaincu, c'est pas que le marché a tout pouvoir. Parce que le marché, c'est nous. Voilà. C'est que nous avons donné au marché, nous avons pris cette décision politique, jamais remise en cause, de donner au marché tout pouvoir. Voilà. Et donc, c'est un peu ça la thèse dans de la copossession du monde. De repartir du fait de la copossession du monde, donc de la nécessaire prise en charge de ce monde partagé par la délibération civique, qui offrira les cadres justes, souhaitables, collectivement souhaitables, des phénomènes de marché. Mais pas l'inverse. Pas la propriété et les marchés d'abord, puis ensuite la politique dans les interstices. Merci beaucoup Pierre, c'était passionnant et je conseille véritablement à tout le monde de lire ton livre La copossession du monde pour aller plus loin et creuser le sujet. Et puis je te dis à bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.